Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous, où nous allons parler de James Bond. Oui, nous allons parler de James Bond, nous les nous. Nous, 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 nous. Je pense que je risque pas d'être poursuivi pour cette tentative d'interprétation du thème de James Bond, mais je risque de le couper au montage. En retard après sans doute la majorité de la population, mais pas de tous, j'ai finalement vu le dernier James Bond mettant en vedette Daniel Craig. Puisque les films durant sa tenue du rôle ont la réputation d'avoir un certain suivi, je me suis dit que ce serait une bonne idée de revoir les précédents avant de voir le nouveau. Je ne suis pas particulièrement un fan de la période des James Bond mettant en vedette Daniel Craig. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'acteur lui-même et encore moins à cause de la couleur de ses cheveux. C'est plutôt parce qu'on a voulu donner un côté plus réaliste à la série, suivant la tradition de films d'espionnage plus récents, comme la série des Jason Bourne. C'est justement pour moi trahir tout ce qui fait la force d'un James Bond, qui pour moi relève plus de la fantasmagorie que de la réalité. On est dans le mythe, dans le style, dans le classe, dans l'héroïque, dans le plus grand que nature. Les James Bond deviennent des films d'action tout à fait compétents, des divertissements corrects, mais des James Bond absolument quelconques. Ce que le marketing autour de la série met de l'avant, ce n'est plus tant les voitures, les gadgets, les lieux exotiques, les méchants mégalomanes ou les jolies femmes, mais surtout l'action tournée en vrai avec bien peu d'effets numériques. Ce qui n'est certainement pas un mal, au contraire, je trouve merveilleux que l'on continue à filmer réellement de l'action, ce qui donne un bien meilleur résultat, mais ici, en ne mettant que cet aspect de l'avant, on ne fait que suivre ce que font déjà les missions impossibles, nous mettant sous le nez toujours ce que sera l'impossible cascade de casse-gueule que fera Tom Cruise ce coup-ci. L'incontournable leader du film d'espionnage ne devient qu'un suiveux. À l'époque de Sean Connery et de la parenthèse George Lazenby, on avait assez rapidement réussi une structure mythique autour d'un agent secret rêvé affrontant le mythique Spectre. Sous Roger Moore, on se prenait moins au sérieux, mais on restait tout de même dans le domaine du rêve. Incroyablement divertissant, même si certains sont peut-être un peu trop caricaturaux, répétitifs ou oubliables. Avec Timothy Dalton, on a essayé quelque chose de différent, un peu plus réaliste, surtout plus brutal, vengeur et émotionnel, ce qui n'a pas tellement marché sur le moment, mais qui reste intéressant et tout de même encore dans le domaine du légendaire. Puis avec Pierce Brosnan, on revient aux classes tout en modernisant, en actualisant les sujets abordés et éventuellement en mettant de plus en plus l'accent sur l'action. Maintenant, avec Daniel Craig, on cherche à avoir un personnage plus humain, à mettre plus de l'avant les alliés, à mieux humaniser les méchants et leur folie, à créer un suivi relatif d'un film à l'autre. Tout cela peut être intéressant, mais on sort totalement du mythe James Bond. Pour certains, le mythe est déjà détruit, il suffit de penser à ce qui s'est dit autour du dernier Brosnan, Die Another Day, qui ne semble pas tellement aimé, même si personnellement, je suis loin de le trouver absolument génial. Je le trouve pas si mal que ça, il reste amusant. Pour bien des gens, James Bond est un dinosaure. Le style de Bond est effectivement ancien, mais n'est-ce plus amusant? Les gens lisent encore Tintin, Jules Verne est encore un auteur apprécié, Les Trois Mousquetaires restent un classique. Ce n'est pas parce qu'une œuvre continue d'emprunter un style vieillissant que cela en fait nécessairement une œuvre qui n'est plus intéressante, invalide. Je présume que les reproches envers James Bond est plutôt par rapport à sa misogynie et à l'actuelle culture du PC et du cancel. Oui, James Bond est un héros machiste qui tend à traiter bien souvent les personnages féminins comme des potiches. Et c'est tout de même amélioré depuis l'époque où un viol était considéré comme quelque chose de romantique, et un peu de machisme n'empêche pas un personnage d'être amusant. James Bond n'a d'ailleurs jamais prétendu à la perfection, à être un exemple à suivre, il reste un tueur plutôt froid, travaillant pour le service secret.
James Bond a été créé par Ian Fleming dans son roman Casino Royale. Le premier film avec Daniel Craig, sorti en 2006, est précisément une adaptation de ce roman. Pourquoi si tard dans la série de films? Tout simplement parce que la boîte produisant la série de films n'avait pas les droits sur ce roman qui avait déjà été adapté dans un très ennuyant téléfilm. Les droits s'étaient promenés d'un individu à l'autre, avaient d'ailleurs occasionné la production du très particulier précédent film Casino Royale, une comédie bordélique mettant en vedette Peter Sellers, fait par plusieurs réalisateurs se succédant, un scénario qui ne tient pas vraiment la route, Peter Sellers qui a décidé de jouer sérieusement malgré que le film se veut une comédie, et un casting très réussi de personnages de soutien. Tout cela crée un bordel sans nom qu'il est tout à fait intéressant et amusant de voir pour l'anecdote. Heureusement pour les brocolis, les droits seront éventuellement disponibles à acheter, ce qui a permis ce film avec un James Bond plus humain qui, au long de l'histoire, tombera pour une fois réellement en amour, sujet assez rare de James Bond. Malgré l'importante exagérément absurde, il me semble donner à une simple partie de cartes, ça reste un film d'action plutôt efficace. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes ou qui ne s'en souviennent pas, je donne une note sur 5. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise et un 0 étant une nullité absolue telle que Trump aux États-Unis comme président. Je donne donc à Casino Royale une note de 3 sur 5. C'est un divertissement honnête. En passant, je donnerais sans doute un 4 sur 5 au précédent, Casino Royale, ainsi qu'à pas mal tous les Bonds avec Connery et Brosnan. Un 3 sur 5 à ceux avec Dalton et Lazenby, et j'hésiterais selon le film entre 3 sur 5 et parfois 2 sur 5 ou, sait-on jamais, 4 sur 5 pour les Moores. Avec Quantum of Solace en 2008, les créateurs ont réussi à trouver des exploits et des situations un peu plus excitantes qu'une partie de cartes, ce qui en fait selon moi un film un peu mieux, auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Avec Skyfall en 2012, on a voulu faire un épisode plus indépendant des précédents, avec des moments un peu plus forts et surtout avec de nombreuses références aux précédents films, ce qui est plutôt amusant, mais ne fait absolument pas de ce film un équivalent des films auxquels il fait référence. On est toujours dans le supposé réalisme et loin de la fantaisie exotique d'antan. Ça en fait tout de même certainement un meilleur épisode que les précédents auxquels je donne aussi une note de 3 sur 5. Puis on nous chie Spectre en 2015, qui remet de l'avant cette mythique société de l'ombre qui avait disparu depuis l'ère Connery pour des raisons de droit, mais on ne fait pas grand-chose de réellement spécial avec. Ça ne se démarque pas de ce qu'on fait avec les épisodes précédents, en fait c'est même selon moi un peu pire, mais ça reste tout de même un divertissement correct qui se regarde avec quelques bons moments, donc je lui donne aussi un 3 sur 5. Maintenant survient le dernier, No Time to Die, en 2021. Suite à ses réussites du précédent, ce film ressort James Bond de la retraite qu'il avait décidé de prendre pour le faire affronter de nouveaux ennemis en lien avec les personnages et l'organisation du film précédent, mais peut-être pas de la manière dont s'y attendait. Si vous n'avez pas déjà été spoilé de la fin, comme ce fut mon cas, le film sera sans doute encore plus fort. Mais je dois avouer que même après spoiler, le film reste tout de même assez fort en émotion par moment. Cela ne suffit bien sûr pas pour sauver cette période de James Bond et n'en fait même pas selon moi un film du niveau des James Bond classiques, mais ça reste tout de même un divertissement très réussi et sans doute le meilleur James Bond de ces dernières années, auquel je donne donc bien sûr une note de 3 sur 5. No Time to Die me semble prophétique. Ce dernier James Bond de la période de Daniel Craig pourrait constituer le dernier des James Bond tels qu'on les a connus, Amazon ayant racheté à la famille Broccoli le contrôle créatif des futurs films de la série et de la licence en général, avec de futures moult séries dérivées ou whatever.
Je terminerai en disant quelques mots, mon avis sur les divers James Bond antérieurs à Craig, en précisant que ça fait tout de même quelques années que je les ai revus pour la dernière fois. Donc, commençons avec Dr. No, sorti en 1962, après le téléfilm de 1954, je crois. Horriblement ennuyant, le premier film de la série James Bond donne un peu la couleur, mais pas tout à fait. Le film a du succès, mais ce n'est pas encore pleinement la recette James Bond, avec un style un peu différent, sans doute un peu moins d'action et un peu plus d'intrigue. Le film peut sembler un peu brut, mais justement c'est ce qui le rend, il me semble, un peu rafraîchissant de ce qu'on a l'habitude des films plus récents d'espionnage. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. From Russia with Love, sorti en 1963. On se rapproche de la recette, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, ce qui n'est certainement pas un mal, ce film me semblant un des meilleurs de la série. L'ambiance est très réussie, je lui donne donc un 4 sur 5. Gunfinger, sorti en 1964, c'est ici que se cristallise la recette James Bond, malgré que ce soit le seul film de la période Sean Connery à ne pas tourner autour de l'organisation Spectre. Personnellement, je l'ai toujours trouvé un peu moyen, mais on ne peut nier son immense succès et son influence sur la suite de la série. Je lui donne donc un 3 sur 5. Thunderball, sorti en 1965, une histoire bien trouvée avec plusieurs scènes anthologiques, je lui donne un 4 sur 5. Casino Royale, sorti en 1967, film bordélique, cette comédie fort amusante, malgré ses défauts, n'a rien à voir avec la famille Brocoli, je lui donne un 4 sur 5. You Only Live Twice en 1967. Ce film aurait pu constituer un grand final regorgeant de scènes d'anthologie montrant l'affrontement entre Bond, qui essayait de se faire passer pour mort, et le numéro 1 de l'organisation Spectre. Je lui donne un 4 sur 5. Honor Majesty's Secret Service, sorti en 1969. Le film aurait pu être pas mal, car malgré l'assez moyen Lazenby à la place de Connery, on reste pas mal dans la continuité des précédents. Je lui donne donc un 3 sur 5. Diamond or Forever, en 1971, Connery revient une dernière fois affronter le numéro 1 du Spectre dans ce film qui ne se prend pas trop au sérieux et met donc déjà un peu dans la voie des films suivants tout en étant un peu plus mesuré. Je lui donnerai donc un 4 sur 5. Live and Let Die, sorti en 1973. Ce premier film avec Roger Moore n'est pas si mal. Si l'humour est peut-être un peu trop présent, le climat de Blaxploitation est pas trop mal utilisé, même si ça reste franchement caricatural, je lui donne un 3 sur 5. The Man with the Golden Gun, sorti en 1974, un film franchement ennuyant auquel je donne un 2 sur 5. The Spy Who Loved Me, sorti en 1977, l'humour du film est franchement assez réussi avec notamment l'introduction du fameux personnage de Jaws. J'hésite entre un 3 et un 4 et il faudrait sans doute que je le revoie pour donner une note définitive. Moonraker, sorti en 1979. Probablement le meilleur Moore, avec son scénario ridicule plus grand que nature dans lequel revient Jaws. Je lui donne donc un 4 sur 5. For Your Eyes Only, sorti en 1981, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus sérieux et brutal que les précédents Moore, ce qui ajoute un quelque chose de plus, mais je dois avouer que c'est un des films dont je me souviens le moins, je lui donne donc un 3 sur 5. Avec Octopussy, sorti en 1983, on injecte tellement d'humour que James Bond en devient ridicule, alors que pourtant nous ne sommes pas face à une comédie comme avec le précédent Casino Royale. Je lui donne donc un 2 sur 5. Avec Never Say Never Again en 1983, face à un Roger Moore vieillissant, on oppose un Sean Connery, sans doute encore plus vieillissant, dans cette nouvelle adaptation du roman Thunderball, tout en essayant de s'en différencier. Ce film n'est pas dû au brocoli, mais plutôt aux problèmes légaux concernant Thunderball qui a empêché l'utilisation de l'organisation Spectre dans les James Bond après la période Sean Connery, et qui ne sera réutilisé que bien plus tard dans la période Daniel Craig.
Le film est pas mal, avec certains côtés plus modernes, mais il ne se démarque pas tellement des films de la série officielle, je lui donne donc un 3 sur 5. A View to a Kill sort en 1985. Je ne me souviens pas vraiment du dernier Bond incarné par Moore, je peux donc difficilement lui donner plus qu'un 2 sur 5. Je m'en souviens pas. Puis, en 1987, avec The Living Daylight, et en 1989, avec License to Kill, on met un nouveau James Bond. Timothy Dalton est un acteur excellent, mais je ne crois pas que ces James Bond sont ce qu'il a fait de plus mémorable. Le ton plus brutal donne tout de même une impression qui se démarque face aux autres films de la série, ce qui peut divertir. Je leur donne donc à tous les deux un 3 sur 5. Sort en 1995, GoldenEye. On a donné à Pierre Brosnan quelque chose de plus classe, de plus classique, mais un classique avec une source remodernisée, avec un climat qui semble plus actuel, une intrigue habilement construite et quelques excellents moments d'action. Je lui donne donc un 4 sur 5. Puis sort en 1997, Tomorrow Never Dies. Encore une fois, on fait quelque chose d'assez moderne, avec une intrigue tournant autour des télécommunications et avec la Chine comme allié, un film auquel je donne un 4 sur 5. Sort en 1999, The World is Not Enough. Le scénario est peut-être moins travaillé et le film se prend un peu moins au sérieux, mais l'action est spectaculaire, je lui donne donc un 4 sur 5. Puis sort en 2002, Die Another Day. Le scénario est franchement moins travaillé et plus humoristique, et l'action n'est pas toujours aussi réussie, mais ça reste un divertissement spectaculaire auquel je donne un 3 sur 5. Au revoir et à bientôt.